Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 8h47. Vous pouvez réagir sur tous les sujets dans l'actualité. Il y a bien sûr Emmanuel Macron qui est omniprésent en ce moment. Ce soir, le 20h, le journal L'Opinion, longue interview, la réindustrialisation. Il était sur le terrain l'autre jour du côté de Dunkerque. Là, il sera à Versailles pour le sommet avec les investisseurs étrangers en France. C'est un sujet qu'on va aborder dans un instant. Là, vous pouvez réagir. Est-ce qu'il en fait trop ou est-ce que c'est son rôle? Et il qualifie d'irresponsable quand même les opposants à la réforme des retraites. En tout cas, c'est le résumé de sa pensée. Puis il y a les soignants suspendus, les soignants non vaccinés qui sont officiellement réintégrés. Vous voulez réagir, vous pouvez. Et puis en même temps, la visite de Zelensky. Est-ce qu'il faut répondre aux besoins urgents de l'Ukraine sur les plans militaires et humanitaires, comme l'indique l'Élysée? C'est l'une des questions que nous vous posons sur les réseaux sociaux. Nous prendrons vos appels dans un instant. Et puis il y a aussi la campagne contre l'homophobie dans le football, avec quelques joueurs qui ont refusé de porter le maillot arc-en-ciel ce week-end pour des raisons de croyance. Tout d'abord sur Emmanuel Macron offensif. Arlette Chabot, il veut définitivement tourner la page, et puis il a des mots là qui apparaissent en permanence que vous avez souligné ce matin, c'est-à-dire avancer, accélérer, etc. On a l'impression qu'une forme de méthode Coué peut-être, non ? Non, c'est son tempérament, je veux dire, oui. Il a toujours été comme ça. Alors plus on dit oh là là, mais le quinquennat, comment va-t-il faire? Il lui reste 4 ans, ça va être difficile, il est empêché après la réforme des retraites. Tant que la réforme sera là, ce ne sera pas possible pour Emmanuel Macron de gouverner. C'est ce que disait encore hier la nouvelle secrétaire générale de la CGT. Donc évidemment, Emmanuel Macron veut montrer qu'il va avancer et qu'il va avancer encore plus vite. Et on sait que quand il exprime le regret de ne pas avoir mouillé le maillot pour défendre, expliquer la réforme des retraites, ça veut dire si je fais pas tout moi-même, on n'y arrive pas, quoi. Les ministres ont été mauvais, la première ministre n'a pas été bonne. C'est la raison pour laquelle les Français n'ont pas adhéré à la réforme. Donc au fond... Ça, il ne le dit pas comme ça. Non, mais moi, ça, c'est ce qu'on comprend. Non, mais c'est ce que vous décryptez. Oui. C'est ce qu'on peut comprendre, en fait. Quand on déduit, on réfléchit, on n'a pas été capable d'expliquer. Donc ça veut dire que stop à la Première ministre, alors ? Ça ne veut pas dire forcément stop à la Première ministre, parce qu'il faut trouver mieux qu'Elisabeth Borne, ou différent, mais peut-être plus efficace. Et là, il y a quand même un point d'interrogation. Mais surtout, ça veut dire que le président va être très, très, très présent. Et donc, on revient à l'hyper-président. Quand, par exemple, Nicolas Sarkozy, son prédécesseur, avait été en grande difficulté dans les sondages, il avait disparu. C'était la méthode Franck Louvrier, son conseiller en communication, qui lui avait conseillé d'être silencieux et de ne moins apparaître, ce qui n'est pas dans son tempérament non plus. Finalement, ça avait un peu marché parce que les Français se disaient « mais il est où Nicolas Sarkozy ?» Et finalement, ça avait un peu apaisé. C'est exactement le contraire pour Emmanuel Macron, qui a décidé, lui, d'être omniprésent et de revenir en force. Alors, est-ce qu'après, il peut convaincre les Français? C'est toute la question sur le plan économique, notamment. Aussi, les casseroles, ça va un moment. Oui. Au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Et Éric Revel. Je pense qu'il s'en fiche de convaincre les Français, en fait. D'abord parce qu'il a plus... Oui. Oui, parce qu'il n'a plus d'échéance électorale. Alors il sait que 4 ans ça va être long, mais, attendez, il n'a pas à les convaincre. Je pense qu'il n'a pas d'autre choix que d'être lui-même, c'est-à-dire dominateur et sûr de lui. Il ne peut pas afficher un autre visage, il ne peut pas montrer à un seul moment qu'il doute qu'il a commis une sorte d'irréparable dans la société française en passant en force sur les retraites sans vote. Donc en fait, il n'est pas du tout dans l'apaisement, parce que comme le disait Arlette Chabot ce matin, quand vous accélérez, quand vous bougez, quand vous violentez un peu les gens, quand vous dites moi les partis politiques ils sont pas bons et les syndicats je fais ce que je veux, en fait vous n'êtes pas dans l'apaisement du tout. Vous n'êtes pas dans l'apaisement du tout. Donc en fait je pense que fondamentalement il s'en fiche, il reste lui-même, c'est-à-dire il va expliquer aux Français ce qui est bon pour eux, ce qui n'est pas bon. C'est la méthode Macron. Nicolas Dupont-Aignan émettait des doutes tout à l'heure sur les investissements en France. Vous aussi ou pas ? Là, vous voulez parler de ce qui s'est passé à Dunkerque, c'est-à-dire à la fois des promesses en fait sur ces investissements, et puis le fait que finalement, bien souvent, il s'agit d'agrandissement et que le rapport nombre d'emplois investissement n'est pas aussi fort que dans les autres pays. Il faudrait voir, mais j'ai cherché, j'ai pas trouvé. C'est les subventions qui accompagnent ces implantations, parce que ça, c'est un vrai sujet. Parce que souvent, vous le remarquerez. Alors moi, je vais pas être pessimiste du tout, mais souvent, vous avez des entreprises étrangères qui viennent en France investir, qui
ramassent des subventions publiques, et puis, comme par hasard, 2-3 ans après, ça va beaucoup moins bien, et les mêmes entrepreneurs qui étaient arrivés avec flonflon et trompette plient les gaules et vont pêcher à la ligne l'investissement et la subvention publique ailleurs. Donc, il faudrait voir si vraiment tout ça a été subventionné, combien réellement ces gens sont engagés à créer d'emplois, que ce soit direct ou indirect. Je pense notamment à l'usine taïwanaise de batteries électriques à Dunkerque. Je regardais l'investissement à Sarreguemines dans les panneaux photovoltaïques. En fait, c'est une entreprise qui est chapeautée par un holding dans lequel on retrouve beaucoup d'investisseurs européens, mais aussi des entreprises françaises de l'énergie. Engie, Total, etc. Donc, moi, je vais vous dire, je suis plus enclin à penser que les entreprises françaises qui investissent dans des énergies de transition sont là pour rester, mais j'ai toujours eu des doutes, à de rares exceptions près, concernant les investissements étrangers. Alors, il y a quelque chose qu'on nous ressort tout le temps, et c'est vrai que ça a fonctionné, c'est Toyota en France avec la ligne de production de Yaris, la petite Yaris, là, vous savez, la voiture qui a été extrêmement vendue à un moment. Mais vous avez plein d'investisseurs étrangers qui prennent des subventions publiques et qui ensuite partent, c'est une réalité. Bien sûr, ça réagit au 0826 300 300, avec tout d'abord Mohamed du côté de Perpignan. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à vos invités, aux auditeurs. Je voulais réagir sur Zelensky avec Macron, ce qui demande de plus en plus d'armes. Je trouve que c'est un peu dommage qu'on... Plus ça va, plus cette guerre devient un petit peu concerne toute la planète et puis un petit peu à notre époque, voir autant de morts, je trouve que c'est inadmissible. Et s'il y a aide, elle devrait être apportée au peuple ukrainien, mais sans des armes pour des armes. Oui, mais des armes pour défendre le peuple, quoi, normalement. Normalement. Mais oui, mais je pense qu'à un moment donné, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une paix en demandant un peu comme l'a dit M. Dupont-Aignan, moi je suis pas du tout de son bord, mais c'est vrai, une pause, peut-être une autonomie à cette région, faire vraiment une séparation entre les deux peuples et voir un petit peu... Vous vous rendez compte un petit peu, on est en train de sacrifier, M. Zelensky sacrifie sa jeunesse. Franchement, est-ce que... voilà, il a été agressé, je reconnais, Poutine, c'est vraiment un affreux jojo, mais je veux dire, de là à ce conflit, on est en train de le généraliser jusqu'où on va aller. C'est ça le problème. Arlette Chabot. C'est pas faux, mais c'est vrai qu'il y a une agression de la Russie. Ce qu'a dit Et pour l'instant, la Russie ne veut pas évidemment arrêter la guerre, ça on a compris. Ce week-end, évidemment, Zelensky a parlé de paix, ou en tout cas avec le pape qu'il a reçu effectivement à Rome. Et puis il y a cette semaine une initiative intéressante, c'est l'envoyé spécial du président chinois qui va faire le tour des capitales européennes et qui va aussi aller évidemment à Kiev pour la première fois, et aussi à Moscou pour voir si au moins dans un premier temps on peut stopper, faire un cessez-le-feu et mettre sur la table l'ébauche de l'amorce d'une possibilité de marcher vers la paix. Oui, ça c'est sans doute l'une des pistes et des clés. Autre sujet, il nous reste quelques minutes. Merci Mohamed du côté de Perpignan. C'est François dans les Yvelines qui veut réagir lui à la campagne contre l'homophobie dans le football, où je rappelle que quelques joueurs, simplement quelques joueurs, mais trop probablement, qui n'ont pas voulu porter ce maillot arc-en-ciel. Bonjour François. Oui, bonjour Patrick, bonjour à tous les éditeurs de Sud Radio. Merci de me laisser intervenir, par rapport à ce sujet. Je sais que ça cristallise beaucoup un petit peu les passions. Moi, je trouve que déjà, quand on oblige les gens à faire quelque chose, ça dénature complètement le message parce qu'il n'y a plus du tout de conviction. Donc, si on force les joueurs à porter un maillot, fût-il tout à fait légitime de défendre cette cause, je trouve que du coup, ça dénature la cause puisqu'il n'y a plus du tout de conviction et si les joueurs sont obligés de le faire, dans ce cas, c'est une obligation entre guillemets comme une autre, et il n'y a pas de message qui est porté. Donc ça va vraiment à l'envers de la cause. Deuxièmement, il n'y en a que quelques-uns quand même qui n'ont pas voulu le faire pour des croyances, bien souvent. Oui, mais en même temps, si vous voulez, pourquoi le foot et puis ensuite pas d'autres... mais ça se fait dans d'autres sports. Ça se fait. Il y a des mesures dans d'autres sports aussi qui vont dans le même sens,
Oui, mais je trouve ça un petit peu dommage pour moi. Pour moi, ça doit rester la conviction personnelle, et surtout lorsqu'on dérive du côté de sanctions. Là, je vois pas pourquoi il faut les sanctionner, parce que soit c'est un délit contre l'homophobie, et là c'est déjà puni par la loi. Sinon, surtout les arguments qui sont évoqués, c'est parce que ce sont des joueurs bien payés. Je vois pas du tout leur raison, enfin le rapport entre un salaire élevé et une peine. Et ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a des joueurs aussi qui ont des confessions ou des raisons, des cultures qui subissent des pressions de cette part-là pour ne pas se prononcer contre l'homophobie, et du coup ils sont tiraillés entre leurs convictions et la pression qu'ils peuvent subir de la part de certains ressortissants de leur pays ou des convictions religieuses, et du coup ils sont tiraillés entre les deux, et je pense qu'ils sont coincés. Pour moi, il faut laisser la liberté d'opinion comme c'est une règle en France, et pas aller au-delà. Merci François, merci à vous, donc Éric Revel et puis Arlette Chabot. Dans un instant, c'est Valérie Expert, puisqu'il est déjà 8h57. Les débats qui reprennent. Jean-Jacques Bourdin ensuite tout à l'heure, de 10h30 à 12h30. Et André Berkoff sur le pont, évidemment, à la mi-journée. Ciao, ciao, bonne journée.